Bonsoir, merci de nous être fidèles, y compris le dimanche. Voici les grands titres que nous développerons dans ce journal. Monaco va-t-elle devenir capitale mondiale du sport en 2025 ? La candidature monégasque a été examinée pendant 2 jours lors de la venue de l'ACES, cette entité qui décerne le label. Reportage à suivre. L'e-Rally 2023 s'est achevé la nuit dernière, qui a signé un doublé avec la victoire du duo espagnol Condé-Cerniese et la 2e place du tandem Guerini-Pruchac. L'épreuve qui a conduit les 60 engagés jusqu'en Italie aura été marquée par les fortes intempéries de vendredi sur la région. La foire attraction a ouvert ses portes sur le port. Nous vous emmènerons découvrir les nouveautés et les musts intemporels de ce rendez-vous qui fait le bonheur de tous chaque année à la même époque. L'automne est la saison par excellence de la cueillette des champignons, une activité qui n'est pas sans risque puisque de nombreuses espèces sont toxiques. Le botaniste et mycologue Christophe Deaudy, fondateur du Chemin de la Nature, nous délivrera de précieux conseils pour que ce moment convivial ne vire pas au drame. Monaco et la ville italienne de Dolceacqua préparent leur jumelage qui sera officiellement célébré le 3 novembre prochain. Pour marquer cet événement, une exposition sous l'égide du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco va se tenir à Dolceacqua jusqu'au mois de mars. Nous en avons suivi la mise en place. La principauté a officiellement déposé sa candidature pour devenir capitale mondiale du sport en 2025. Un titre qui mettra encore un peu plus en lumière la facette de Monaco, véritable terre de sport au niveau international. Les membres du jury de l'ACES, l'association qui décerne ce label, sont venus examiner cette candidature. C'est un reportage d'Émilie Terrasson et Alban Gingembre. Pendant 4 jours, 8 membres du jury de l'ACES ont visité les infrastructures de Monaco en matière de sport, un moyen pour la principauté de faire découvrir l'ensemble de l'offre sportive présente dans la principauté. D'abord, c'est important de concourir, même si on n'est pas certain de gagner. Pensons que la principauté a des atouts, notamment dans la matière du sport, parce que le sport fait partie de l'ADN de la principauté. Ça fait partie de l'ADN des princes de Monaco. La famille est une famille dans laquelle le sport occupe une place importante. Il était important, à nos yeux, qu'on ait une reconnaissance internationale qui, de l'extérieur, nous dise « oui, Monaco… malgré sa taille, puisqu'on a une ville-État que de 2 km², a des atouts qui font que c'est une capitale mondiale du sport, malgré sa taille. Avec 160 associations sportives et 70 disciplines représentées, le territoire de Monaco propose une offre sportive complète et met par exemple à l'honneur le sport comme vecteur d'éducation ou l'inclusion pour tous, des critères importants pour les membres du jury. Les critères sont énoncés par le livre blanc de la Commission européenne et depuis 4 ans maintenant, nous sommes partenaires aussi de l'UNESCO qui édicte ses propres critères qui sont principalement l'accès au sport pour tous, le sport santé, le handisport, le sport inclusion, le sport nature et le sport au féminin. Devant le jury, le ministre de l'Intérieur a donc détaillé cette candidature. Celle-ci va donc être étudiée dans les prochaines semaines. Suspense pendant quelques semaines encore, mais preuve de cette vitalité du sport à Monaco et des très nombreux événements sportifs qu'accueille la principauté. Cette nuit, c'est l'e-Rally Monte-Carlo qui s'est achevé. Une belle épreuve bousculée par la météo, mais qui a réservé de bonnes surprises. Le récit de Justin Adel sur des images de Monaco Broadcast. Des larmes de joie. Eneko Condé et son copilote ont remporté cette nuit l'e-Rally Monte-Carlo. Une victoire au point, récompensant une forme de régularité dans des spéciales ayant opposé 60 participants. We are very happy. This moment is amazing for us and the job of my driver is very important and this victory is for the team. Si cette édition a été perturbée par des intempéries, l'organisation reste satisfaite, notamment par le nouveau format proposé. On est très content parce que, comme je le disais, on a fait évoluer le règlement et on ne connaissait pas la réaction à l'avance des équipages et apparemment ça a été très bien perçu
parce qu'on a donné du boulot aux coéquipiers qui ont souffert puisqu'ils ne savaient pas où ils allaient à l'avance et ça a vraiment plu. Quand on a eu l'annonce du plan rouge de la préfecture, on s'est réunis, c'était le mardi soir donc, et on a annulé les spéciales du matin en disant on attend de pouvoir repartir, d'avoir le feu vert. Donc on a perdu qu'une matinée d'épreuve, donc on ne se sort pas trop mal sur le mercredi. Un parcours que ne sont pas prêts d'oublier l'ensemble des participants. Nombreux sont ceux qui attendent déjà la prochaine édition. Rallye encore, on connaît les dates du prochain rallye des gazelles. Il se disputera du 12 au 27 avril 2024 et grande nouvelle, il partira de Monaco. La 33e édition s'élancera du chapiteau de Fontvieille et c'est le prince Albert II qui en donnera le départ. Et l'on peut d'ores et déjà vous dire qu'il y aura un équipage 100% monégasque avec le duo Céline Cotalorda et Sylvie Bertrand. La première est la déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes. La seconde, la directrice du Stade Louis II. Le MR7 disputait aujourd'hui la phase finale de l'Inextinso Super Sevens. Les champions de France en titre ont très largement battu dans la matinée leur premier adversaire, le Stade Français, 33-12. Mais en demi-finale, ils se sont malheureusement inclinés face au Bahamas Seven sur le score de 26-19. La foire de Monaco est de retour sur le Port Hercule. Comme chaque année, de nombreux stands proposent des attractions pour les grands et les petits, mais aussi les gourmandises traditionnelles des fêtes foraines. Émilie Terrasson et Alban Gingembre vous font découvrir ce qui fait le charme de cette foire. Ça me rappelle mon enfance. Avec mon enfance, j'ai voulu revenir en enfance. Se replonger en enfance, c'est peut-être le plus grand atout de la foire de Monaco. Cette année, près de 80 stands sont ouverts avec des attractions pour les petits et pour les plus grands, dont certaines qui restent indémodables. La pêche au canard est intemporelle, les enfants ça leur plaît toujours, pouvoir mettre les mains dans l'eau, gagner un petit cadeau, donc j'espère que ce sera éternel. Au milieu des traditionnelles attractions, quelques petits nouveaux se sont installés, comme ce stand à eau pour les enfants. Créé par la propriétaire et son mari, ils sont les seuls en France et en principauté à le proposer. C'est les petits pistolets à eau, c'est pour les enfants. Avec les petits pistolets, il faut qu'ils fassent tomber donc les petites figurines. Et une fois que tout est tombé, ils sont obligés de choisir des cadeaux. Qui dit jouer dit aussi potentiellement gagner. Peluches, jouets et autres cadeaux attirent l'œil dans les stands. On gagne beaucoup, des fois. C'est amusant et on prend du plaisir. La même chose, c'est amusant. Même si tu veux venir avec tes copains, c'est toujours un truc à se faire divertir, et voilà. Et comment parler du charme d'une foire sans parler de ses stands de nourriture? Véritable emblème de fête, les bars Papa et autres sucreries transportent en enfance. Et c'est bien pour cela que les habitudes des consommateurs ne changent pas. Selon moi, l'aliment le plus consommé dans la foire en sucré, c'est les churros, parce que c'est festif et c'est facile à partager. Et on en mange qu'à la foire finalement. Salé, hot dog, évidemment hot dog. Et cette année, on a fait une nouveauté, c'est le corn dog, donc c'est tout droit venu des États-Unis. C'est une saucisse panée sur un bâton. Et c'est super facile à manger aussi en passant. Le charme de la foire de Monaco réside donc dans ses traditions, tout en laissant place aux nouveautés. Ouvert jusqu'au 19 novembre prochain, il vous reste donc un mois pour en profiter. C'est une sortie presque immanquable de l'automne pour qui aime la nature. La cueillette des champignons a de très nombreux adeptes, mais elle n'est pas sans risque. Internet a contribué à encourager les cueilleurs du dimanche à se documenter en ligne, mais il ne faut pas jouer avec le feu lorsqu'il s'agit d'espèces dont certaines sont potentiellement dangereuses, comme va nous le rappeler le botaniste, mycologue et fondateur du Chemin de la Nature, Christophe Deaudy. Bonsoir. Bonsoir. On est en pleine période de la cueillette des champignons et la météo des derniers jours devrait d'ailleurs rendre la chasse encore plus intéressante. Mais attention, danger lorsque l'on parle de champignons. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes à ne pas commettre? Je dirais c'est déjà avoir trop confiance en soi et partir à la cueillette en tant que débutant et penser qu'on peut cueillir tout seul, sans aide, sans être accompagné d'un expert, sans avoir quelqu'un qui validerait au moins nos photos derrière. Et penser que voilà, on peut cueillir comme ça beaucoup d'espèces, voire même une en tant que débutant. Trop se faire confiance, c'est ça le plus gros risque. Et comment bien se renseigner? Alors on a eu à l'époque, on nous disait aller chez le pharmacien, regarder dans les livres, maintenant il y a Internet.
Je rappelle qu'en tant que débutant, même si on regarde des vidéos, même si on utilise des livres, il vaut mieux quand même avoir une validation d'un expert sur du réel. Mais photo, ça peut suffire. Donc, les pharmaciens aujourd'hui, sauf s'ils sont passionnés par les champignons, par la mycologie, n'ont pas forcément la connaissance. Donc, plutôt aller soit dans des associations de mycologues, soit auprès d'entreprises, d'associations qui ont des experts, comme la nôtre par exemple. Finalement, chacun peut en trouver dans sa région. Et finalement, Internet, est-ce que là aussi, on parle souvent des dangers d'Internet, mais là, les dangers d'Internet, ils sont encore plus importants? On sait très bien normalement que sur Internet, on trouve de tout. Donc, bien sûr, il faut faire attention à ne pas se fier à n'importe qui sur Internet. Donc, je vois souvent sur des groupes Facebook de mauvaises identifications potentiellement dangereuses. Donc, ce qui est qu'on a une identification, partir du principe qu'on ne s'y fie pas, sauf si on connaît très bien la personne qui a identifié la photo et qu'on sait que c'est une experte. Et vous, plus particulièrement, vous dites aussi que l'intelligence artificielle dont on parle tant, qui envahit notre quotidien, peut être vraiment de mauvais conseils en la matière. L'avantage avec ces intelligences artificielles, que ce soit pour les plantes ou les champignons, c'est qu'elles n'affirment pas à 100% leur identification. Elles donnent des possibles. Il y en a même certaines qui donnent des pourcentages. Genre, ça va être cette espèce à tant de pourcents. Peut-être celle-là, mais un peu moins de pourcentage de chances que ce soit ça. Donc, vu que la règle numéro 1 du cueilleur, c'est d'être sûr à 100% d'avoir bien identifié son espèce, eh ben, c'est logique qu'on ne doit pas cueillir un champignon pour le consommer à l'aide de ces applications d'identification. Par contre, ça peut donner des pistes ou alors nous rafraîchir la mémoire si on doit oublier un nom. Parce qu'il faut le rappeler, le risque ultime, il est mortel. Tout à fait, il y a environ 40 espèces de champignons dits mortels, c'est-à-dire dont une petite quantité tuerait n'importe qui. En France métropolitaine, 40 espèces. Donc voilà, il faudrait vraiment respecter cette règle si on ne veut pas mourir. Quels sont les champignons aujourd'hui comestibles que l'on retrouve le plus fréquemment dans nos contrées? Alors, on trouve des champignons déjà partout. On en trouve dans les prairies, dans les pelouses, en sous-bois, des jeunes forêts, des vieilles forêts. On en trouve même sur les troncs d'arbres ou les arbres au sol. Donc, tout dépend des espèces qu'on cherche. Mais les communes, c'est par exemple la fameuse coulmelle qui va avoir un pied zébré, on dit, avec du noir, du blanc, en plus d'un gros chapeau et un anneau double. Ça, c'est un excellent champignon. Bien sûr, les cèpes. Après, les moins connus, c'est par exemple le bolet à pied rouge, qui est un bolet qui va avoir la chair bleuissante. Et oui, il y en a qui sont comestibles parmi les bolets qui ont la chair bleuissante et qui va avoir des petits points sur le pied et qui se mange, mais bien cuit. Il faut le cuire 20 minutes. Il est excellent. Et je l'adore encore plus quand il est séché. J'en fais des sauces. Et l'automne, c'est la période idéale pour quelle raison? Parce qu'il commence à y avoir des sessions de pluie après un été sec? C'est ça. Par exemple, au mois d'août, là, on a eu beaucoup de champignons parce qu'il a beaucoup plu. Donc en fait, l'automne, c'est une saison idéale parce qu'il y a encore à la fois de la lumière, de la chaleur et beaucoup de pluie. Vous, Christophe Audy, vous êtes le fondateur du Chemin de la Nature, qui est un guide justement autour de la mycologie et plus largement des plantes. Là aussi, il y a un engouement tel que tout le monde va cueillir un peu tout et n'importe quoi en matière de plantes, de champignons. Je ne sais pas si tout le monde cueille tout et n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à cueillir que de plus en plus de gens sont attirés par cette diversité. Nous, on parle principalement de plantes très très communes qu'on trouve presque partout. Et rien qu'au sein des plantes très très communes, c'est là qu'on trouve finalement, c'est parmi les plantes communes qu'il y a le plus de plantes avec des usages de plantes comestibles. Donc je ne sais pas si les gens cueillent tout et n'importe quoi, mais il ne faut pas. Oui, et puis au cours des dernières années aussi, on a vraiment eu le sentiment qu'il y a eu un retour vers la nature, vers les plantes, notamment les plantes qui soignent. Oui, c'est vrai. Et là encore, il faut faire attention de ne pas s'automédiquer en allant sur Internet. Et on conseille vraiment, avant de se lancer dans l'automédication avec les plantes, d'être accompagné par un spécialiste, un médecin qui s'intéresse à la phytothérapie et d'avoir accès aux bonnes sources d'informations parce qu'on peut quand même s'intoxiquer avec les plantes. Et les gens ont tendance à penser que c'est inoffensif et à prendre plusieurs compléments alimentaires à base de plantes. Et l'accumulation peut être mauvaise pour le foie, les reins, etc. Merci Christophe de Audy d'avoir été notre invité. Avec grand plaisir, merci à vous de m'avoir invité. L'aventure Blitz connaît un nouveau développement. Le manga Made in Shibuya, et qui a pour toile de fond le monde des échecs, est désormais disponible à la lecture sous format numérique dans les TGV Inouï de la SNCF grâce au portail accessible par Wi-Fi et qui donne accès à des services et contenus de divertissement à bord des trains.
Début novembre, Monaco célébrera son jumelage avec Dolce Acqua en Italie. En prévision de ce moment symbolique en témoignage des liens qui unissent la principauté et ce village, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco a créé une exposition temporaire au cœur du château de Dolce Acqua et qui sera accessible au public prochainement. L'heure est encore aux préparatifs, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage d'Émilie Flamin et Arnaud Humbert. Perché en haut du village, quelque chose se trame dans le château de Dolce Acqua. Des ouvriers en train de travailler, des archéologues avec leurs artefacts. Le château reprend vie tout doucement. Et puis, il y a ces oriflammes, certaines aux couleurs de Dolce Acqua et d'autres aux couleurs de Monaco. On est en plein préparatif, on est en train de créer, mettre en place une très grande exposition qui aura lieu au château de Dolce Acqua, donc c'est un grand honneur, et qui fait écho en fait à l'événement du jumelage officiel entre Dolce Acqua et la principauté de Monaco. Un jumelage qui n'a pas été choisi au hasard puisque l'histoire qui relie la principauté et la commune italienne remonte à l'an 1300. On a souhaité en fait rendre hommage à cette union entre Monaco et Dolce Acqua et de traverser, on va dire, le temps. C'est diachronique, on va aller de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. On va parler des grandes découvertes qui ont lieu sur nos territoires, mais en même temps rappeler l'histoire qu'il y a eu entre les deux grandes familles des Grimaldi et Doria, les traditions, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qui est spécifique, les fortifications, l'archéologie du bâti et les langues. Ce travail est le fruit de chercheurs qui sont allés fouiller dans l'histoire pour trouver chaque détail reliant les deux lieux. Pour la partie plus scénographique, nous avons choisi des livres de la même période de la Renaissance, où le bâtiment de ce château il a été fait. Et donc, on a travaillé sur ces sujets. Voilà, celui que vous avez vu sont des images d'un livre de Re Militari, qui c'est proche de la Renaissance. Et donc, avoir une image que c'est pas seulement esthétique, mais bien ciblée au niveau chronologique. Au niveau de l'archéologie, voilà, sur les territoires, la Valnervia, ou les recherches sur Balsirossi pour l'Italie, ou dans le domaine de Monaco, voilà, toutes les recherches qui sont faites, les fouillages, donc voilà. L'exposition est à visiter très prochainement et sera ouverte jusqu'en mars. Après une semaine qui aura été marquée par une alerte rouge sur le front de la météo, quelle sera la tendance pour demain, lundi? L'heure est-elle à la confirmation de l'accalmie ou au retour de l'instabilité? Réponse avec vous, Justin Adel. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Pour ce début de semaine, le temps va à nouveau changer avec à nouveau des risques de précipitations. Demain, le temps sera très instable avec un ciel partiellement couvert durant la journée, voire très nuageux en début de soirée. Dans la nuit, des averses sont possibles. 16 à 21 degrés sont attendus malgré un ressenti qui ne devrait pas dépasser les 18 degrés. Ces prévisions restent instables et peuvent dévier, notamment à cause du vent. Concernant la température de l'eau, toujours 21 degrés. Le soleil se lèvera à 7h52 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 18h36. Demain, nous fêterons Saint-Jean-de-Capistran et Saint-Arnould. Et nous refermons ce journal avec cette triste nouvelle. Nous avons appris le décès d'André Garino à l'âge de 79 ans. Ancien président de l'Ordre des experts comptables, il avait assuré pendant de longues années la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Il était également président du conseil d'administration du CHPG et membre du Conseil de la Couronne. Un homme avec de grandes qualités de cœur et au professionnalisme reconnu. À son épouse Adeline, ses enfants Laurence et Stéphane, ses petits-enfants et l'ensemble de ses proches, nous adressons nos sincères condoléances. Nous nous quittons sur les images du flashback de la semaine. Demain, à 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau à la présentation du journal. Passez une belle soirée.